Bonjour, bienvenue au cours 2, la première partie. Donc, ce soir, on va ensemble parler des ordonnances médicales. Donc, une ordonnance médicale, c'est ce qui est la prescription. Quand vous sortez du bureau du médecin, vous avez généralement soit un papier en main, soit le médecin a envoyé directement dans le dossier Santé Québec une directive aux pharmaciens sur les médicaments que vous allez devoir prendre. Donc, c'est un document de référence qui va servir de guide pour le pharmacien pour préparer la médication, mais qui va servir de référence aussi pour vous comme soignant quand vous allez devoir administrer la médication. On va toujours se référer à ce document-là pour nous dire est-ce que c'est la bonne chose que je prépare. On va voir éventuellement qu'on va utiliser deux documents quand on prépare les médicaments. On va utiliser l'ordonnance médicale et le formulaire d'administration des médicaments. Mais la feuille d'administration des médicaments ou le formulaire dépend toujours de l'ordonnance. Il se réfère toujours à ce document-là qui est ce que le médecin a rédigé comme directive pour la médication. Quand on parle d'une ordonnance médicale, c'est une ordonnance qui est rédigée par un médecin. Et l'ordonnance médicale peut être soit individuelle, donc directement une prescription pour un patient en particulier. Donc, une ordonnance pour Madame Rochon. Dans sa situation, le médecin veut qu'elle reçoive ce médicament-là pour tel ou tel problème de santé. Ou elle peut être une ordonnance collective. Quand on parle d'une ordonnance collective, c'est des médecins et des pharmaciens qui se sont assis ensemble et qui ont rédigé des ordonnances qui peuvent s'appliquer à plusieurs patients dans un contexte bien précis. Donc, ils vont rédiger une ordonnance qui pourrait être appliquée si telle ou telle personne répond aux critères de cette ordonnance-là. Donc, elle n'est pas faite au nom d'un patient, mais elle est plutôt faite, par exemple, à tous les patients en préopératoire qui répondent à tel critère. On pourrait initier cette prescription-là. Donc, quand c'est individuel, c'est vraiment pour un patient précisément. Et quand c'est collectif, c'est que ça peut s'appliquer à un groupe de patients. On pourrait utiliser cette prescription-là suite à une évaluation de la situation par l'infirmière. Donc, l'ordonnance médicale, quand elle est individuelle, pour qu'elle soit valide, pour que le pharmacien serve les médicaments, elle doit contenir certaines informations. La première chose qu'elle doit contenir, notre ordonnance individuelle, c'est l'identification. Qu'est-ce que ça veut dire, l'identification? C'est qu'on doit pouvoir savoir à qui s'adresse cette prescription-là sans aucun doute. Donc, si jamais vous voulez suivre avec moi, je suis dans votre chenelière. Les ordonnances dans le chenelière, on est à la page 23. Donc, doit contenir l'identification. Quand on parle d'identification, on doit ne pas pouvoir se tromper quand on parle du patient. Donc, il doit avoir le nom et le prénom du client. Donc, nom, prénom du client, mais aussi sa date de naissance parce qu'il peut y avoir plusieurs Marie-Ève Rochon. On va être sûr, est-ce que je le donne à la bonne personne? En plus de la date de naissance, on devrait trouver le numéro de dossier ou le numéro d'assurance maladie sur la prescription. Le numéro de chambre, on va le retrouver, bien entendu, seulement si le patient est hospitalisé. Mais quand je regarde l'ordonnance, je dois vraiment être sûre que c'est vraiment ce patient-là que la prescription a été faite. Donc, nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier ou numéro d'assurance maladie. Ensuite, on doit trouver le médicament. Le médicament, encore là, la prescription doit être faite de façon à ce qu'on sache précisément ce que le médecin voulait qu'on administre. Donc, le nom intégral du médicament, ça doit être écrit en lettres qu'on est capable de lire. Il ne faut pas qu'il y ait une possibilité de ne pas être sûr du nom du médicament et qu'on soit dans la tentation de deviner ce qui est écrit. Donc, ça doit être écrit clairement. Le nom du médicament, donc je vous ai mis un exemple ici, par exemple, Lasix. Ça peut être le nom commercial ou le nom générique, les deux sont acceptés, mais le nom doit être clairement écrit. La posologie, donc la posologie, c'est la dose qu'on va administrer. Donc, la posologie ici, c'est par exemple 20 mg. Et dans certains cas, on va même voir 20 mg par comprimé, par exemple. Donc, on pourrait avoir la forme du médicament. La voie d'administration, ça veut dire
par où on va faire prendre le médicament au patient. Donc, par exemple, ici, sur l'exemple, la voie d'administration, c'est par la bouche. Donc, le médicament, la posologie, la voie d'administration. On veut en plus voir l'heure et la fréquence d'administration. Donc, par exemple, ici, 2 fois par jour. Puis, on doit avoir la durée du traitement. Donc, par exemple, la 6 mg par la bouche 2 fois par jour pour 48 heures. Mais on pourrait avoir une prescription d'antibiotiques, par exemple, pour 10 jours. Ou des fois, la durée va se retrouver en termes de renouvellement. Donc, renouvelable, ça va être par exemple fois 1 mois, renouvelable 12 fois. Donc, on comprend que la prescription, elle est pour une durée d'1 an. Quand on parle d'analgésiques narcotiques, de substances contrôlées, il doit y avoir le nombre de comprimés qui vont être servis à la fois sur la prescription. Ça va être écrit, par exemple, morphine, 5 mg par la bouche, chaque 4 heures, 6 douleurs, fois 30 comprimés, renouvelables, admettons, une fois. Donc, on va avoir clairement le nombre de comprimés qui va être inscrit. On va retrouver d'autres informations. Par exemple, on pourrait retrouver le poids, on pourrait retrouver la présence d'allergie, on pourrait retrouver le pourquoi le médecin l'a prescrit. Donc, quand on parle, par exemple, d'un médicament au besoin, ça va être précisé au besoin, mais dans quelle situation on va administrer le médicament. Donc, la prescription peut avoir plus d'informations, mais le minimum qu'on doit retrouver en lien avec le médicament, c'est chacune de ces informations-là ici dont on vient de discuter. On doit retrouver le nom du médecin avec sa signature et son numéro de permis. Donc, la signature et le numéro de permis, ça permet de déterminer qui est le médecin précisément. Encore une fois, c'est possible qu'il y ait plusieurs docteurs Philippe Tremblay. Le numéro de permis va être en mesure de nous dire exactement de quel médecin il s'agit. Sur la prescription, on doit toujours avoir la date et l'heure à laquelle la prescription a été faite pour s'assurer que c'est une prescription qui est toujours valide. Donc, la date et l'heure de la prescription doivent apparaître sur l'ordonnance médicale. On va retourner sur votre chenelière juste pour qu'on puisse regarder ensemble dans votre chenelière à la page 25, vous avez un exemple d'une ordonnance qu'on va vérifier ensemble pour que vous puissiez vraiment voir concrètement à quoi ça ressemble une ordonnance médicale. Donc, si vous prenez votre chenelière à la page 25, vous voyez une prescription médicale dans laquelle on voit exactement dans le haut de la prescription ou de l'ordonnance la date de naissance du patient, son nom et son prénom. Vous avez ensuite le nom de jeune fille de la mère, souvent on le trouve sur les cartes d'hôpital, l'adresse du patient, et puis dans le bas complètement, vous avez le numéro d'assurance maladie et le numéro de dossier. Donc ici, sur cette ordonnance-là, on a tous les identifiants du patient. Ensuite, le nom de l'établissement en haut, vous voyez que le patient est allergique à la pénicilline. Ensuite, si on descend et qu'on regarde l'ordonnance spécifiquement, on voit qu'il y a la date et l'heure à laquelle le médecin a fait l'ordonnance, le nom du médicament, la posologie, donc la dose à administrer, la voie d'administration. On a la forme pharmaceutique du médicament ici, donc en comprimé, par exemple. Dans certains cas, ça aurait pu être en sirop, en crème, peu importe. Dié, donc une fois par jour. Ensuite, on a ici, par exemple, le nom du médicament, la dose, la voie d'administration, le moment d'administration et la durée de la prescription ou la durée du traitement. Vous avez la signature du médecin avec son numéro de permis. À l'hôpital, sur la même feuille, il peut y avoir plusieurs prescriptions de différents médecins. Donc, même principe, encore une fois, la date et l'heure, le nom du médicament, la dose du médicament, la voie d'administration, la forme ici en capsule, le moment d'administration au coucher, donc au coucher le soir qui précède l'examen. Donc ici, on a vraiment une directive plus précise sur à quel moment on va devoir l'administrer avec la signature et le numéro de permis du médecin.
quand on revient ici au PowerPoint, donc quand on parle d'une ordonnance individuelle, l'ordonnance individuelle, on va retrouver différents types d'ordonnances individuelles. Les différents types, c'est des ordonnances qui vont être faites dans des buts qui sont précis ou qui sont différents. Donc, quand on parle d'une ordonnance PRN, c'est une ordonnance au besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le patient va avoir une ordonnance qu'il va prendre seulement dans certaines situations. Donc, par exemple, le patient pourrait avoir une prescription de médicaments pour soulager sa douleur. Il ne prend pas son médicament s'il n'a pas de douleur. Donc, on parle d'une ordonnance PRN seulement quand il y a une situation particulière qui se présente. Par exemple, on pourrait avoir un médicament pour la nausée, donc que le patient va prendre au besoin seulement s'il a de la nausée. Quand on parle d'une prescription unique ou une dose unique, ça va être une prescription que le patient va prendre, par exemple, pour une seule dose. Un exemple, par exemple, on avait un patient qui, je ne sais pas, a besoin d'un traitement antibiotique. Dans certains cas, ça va être une seule dose d'antibiotique qui va être prescrite. STAT, c'est immédiatement. Donc, quand on parle d'une ordonnance STAT, ça veut dire qu'il doit être administré immédiatement au patient parce que son état de santé nécessite rapidement, immédiatement, ce médicament-là. Quand on parle d'une ordonnance de départ ou de sortie, c'est par exemple quand on a un patient qui est hospitalisé, au moment de son congé de l'hôpital, on va lui donner une prescription qu'il va devoir prendre à la maison. Donc, quand un patient quitte l'hôpital, généralement, il a une prescription de sortie qui va modifier les médicaments qu'il prenait avant ou il va avoir des nouvelles prescriptions qui vont être une nouvelle ordonnance qui va débuter de nouveaux médicaments à la maison. Quand on parle d'une ordonnance collective, qu'est-ce que c'est? C'est une ordonnance qui va permettre à une infirmière d'utiliser son évaluation pour décider d'administrer un médicament à un patient dans une situation particulière sans qu'on ait à appeler le médecin. Donc, les ordonnances collectives, c'est souvent des médicaments qu'on va administrer fréquemment dans un département ou sur une unité. Pour pas qu'on ait à appeler le médecin à chaque fois, il y a un groupe de pharmaciens et de médecins qui se sont assis ensemble et qui ont déterminé des prescriptions d'avance qu'on peut décider d'initier chez un patient. Le genre de médicaments qu'on va retrouver dans les ordonnances collectives, c'est beaucoup des médicaments, par exemple, au besoin. On va avoir de l'acétaminophène, donc du Tylenol si le patient fait de la fièvre ou s'il a de la douleur. On pourrait avoir des ordonnances collectives pour tout ce qui est la constipation. Donc, le patient est constipé depuis 3 jours, on veut le traiter sa constipation, donc il pourrait avoir des ordonnances collectives pour ça. Dans certains départements, par exemple en préopératoire, où on sait que la plupart des patients sont anxieux avant une chirurgie, on pourrait avoir un médicament pour l'anxiété la veille de la chirurgie. Donc, une ordonnance collective, c'est une ordonnance générale qui est faite pour qu'on puisse la débuter chez des patients qui répondent à des critères. Donc, c'est seulement l'infirmière qui va pouvoir initier une ordonnance collective. L'infirmière auxiliaire n'est pas autorisée à le faire parce que ça relève de l'évaluation infirmière. Je travaille comme infirmière auxiliaire, mon patient a mal à la tête, je regarde ses prescriptions, ses ordonnances, il n'a pas d'ordonnance de Tylenol. Je vais aller voir l'infirmière et l'infirmière, s'il y a une ordonnance collective qui est adéquate et qui peut être utilisée, elle va aller évaluer le patient et elle va dire oui, il répond aux critères pour pouvoir donner cette ordonnance-là. Donc, on va initier l'ordonnance collective pour le patient. Ensuite, l'infirmière auxiliaire peut tout à fait aller donner cette Tylenol-là une fois que l'ordonnance a été initiée par l'infirmière. Donc, quand on parle d'une ordonnance collective, c'est vraiment une ordonnance générale. Vous avez ici un exemple qu'on va regarder ensemble d'une ordonnance collective qu'on retrouve dans un milieu de soins. Si on regarde ici l'ordonnance collective, vous voyez qu'on a en fait l'établissement où se trouve, comme quoi il y a un protocole qui s'adresse à cette ordonnance collective-là.
Puis, vous avez l'ensemble à qui ça s'adresse. Donc, par exemple, personnel autorisé, c'est les infirmières de ce milieu-là qui peuvent administrer cette ordonnance collective-là. On a qui a été consulté par rapport à la situation. Là, on vous dit à qui ça s'adresse. Ça s'adresse à tous les usagers qui présentent une douleur légère ou modérée ou une hyperthermie, donc une douleur légère ou modérée ou de la fièvre. On continue. Là, on voit les activités qui sont réservées, qui sont liées à ça. Donc, c'est des activités qui relèvent de l'infirmière. Ensuite, on a encore les indications, donc les raisons pour lesquelles on pourrait l'administrer. Donc, par exemple, si un enfant de moins de 3 mois fait tant de fièvre, une personne âgée, etc., pourquoi on le donnerait? C'est quoi les contre-indications? À qui on ne devrait pas donner ce genre de médicament-là? Puis, là encore là, à qui il faut absolument référer à un médecin. Donc, si par exemple, le patient a moins de 3 mois, on veut qu'il soit vu par un médecin dans cette situation-là. On a vraiment des directives claires qui sont inscrites. Puis là, c'est vraiment le guide que l'infirmière va utiliser pour déterminer est-ce qu'elle initie cette ordonnance collective-là. Et si elle répond oui à ces critères-là, c'est à ce moment-là qu'elle va décider, par exemple, d'initier une prescription qui ressemblerait, par exemple, à acétaminophène 650 mg 2 fois par jour ou 4 fois par jour ou peu importe, selon la situation. Donc, quand on parle d'une ordonnance collective, c'est vraiment une ordonnance où on peut décider d'initier quand l'infirmière a évalué la situation. Une ordonnance, donc, elle peut se retrouver sur différentes formes. Les différentes formes d'ordonnance, celle la plus commune qu'on voit la plus fréquemment, c'est l'ordonnance écrite. Qu'est-ce que ça veut dire, une ordonnance écrite? C'est que le médecin va rédiger sur un papier son ordonnance et il va le signer et on va faire un suivi avec ce papier-là. Cette ordonnance-là va être envoyée à la pharmacie, puis ensuite le médicament va être servi. Une ordonnance verbale, le médecin pourrait, dans une situation urgente, par exemple, vous donner une ordonnance de vive voix. Donc, vous dire, par exemple, on va administrer Tylenol 650 mg intrarectal stat à ce patient-là. Donc, c'est une prescription de vive voix qui est faite. Quand vous recevez ce genre de prescription-là, vous devez aller la rédiger dans le dossier du patient pour laisser une trace écrite de la prescription. Le médecin doit, le plus rapidement possible, aller vous contresigner comme quoi il a vraiment fait cette prescription-là. Un autre type d'ordonnance qui est possible, c'est une ordonnance téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire, une ordonnance téléphonique? Le médecin pourrait vous appeler ou vous appelez le médecin, par exemple, la nuit ou le soir pour dire Madame Tremblay, sa pression artérielle elle est très élevée, voici les valeurs, voici les signes et symptômes, voici la situation, et le médecin pourrait vous faire une prescription par téléphone. Même principe, vous devez écrire cette prescription-là au dossier. Une infirmière auxiliaire est autorisée à prendre des ordonnances verbales ou téléphoniques pour des médicaments qu'elle est autorisée à administrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le médecin veut faire une ordonnance téléphonique ou une ordonnance verbale d'un médicament qui s'administre par la voie intraveineuse, vous n'êtes pas autorisé à prendre cette ordonnance-là. Vous devez référer le médecin à une collègue infirmière. Donc, si c'est par la bouche, si c'est intrarectal, si c'est intranasal, peu importe une voie que vous êtes utilisée à administrer, pas de problème, vous pouvez prendre l'ordonnance verbale ou l'ordonnance téléphonique. Mais si c'est un médicament que vous ne pouvez pas administrer, un soluté que vous ne pouvez pas administrer, à ce moment-là, ça doit être une infirmière qui prend l'ordonnance verbale ou l'ordonnance téléphonique. Pour qu'elle soit valable, l'ordonnance téléphonique ou l'ordonnance verbale doit répondre à certains critères. Donc, si je suis au téléphone avec le médecin doit me faire une ordonnance qui contient toutes les informations obligatoires. Donc, par exemple, je dois aller chercher l'identification du patient, le médicament, la dose, la voie d'administration, le moment, donc toutes les mêmes informations que pour une ordonnance qui est écrite. Le médecin doit vous donner son nom et son numéro de permis pour que vous puissiez les inscrire au dossier. C'est correct et c'est la bonne chose à faire que de faire répéter le médecin une deuxième fois pour être certain qu'on est allé valider l'information qu'on reçoit. C'est correct
de mettre le téléphone sur haut-parleur pour qu'une deuxième collègue entende la même information que nous si on a un doute ou si on est inquiète quand on prend une ordonnance téléphonique, parce qu'il y a un grand risque d'erreur. Tu sais, des fois, juste dans la communication, dans l'interprétation, on veut assurer la sécurité de notre patient, donc on doit s'assurer qu'on a bien entendu et fait bien répéter le médecin pour être sûr de ce qu'il veut. Quand je prends une ordonnance téléphonique, je vais devoir la rédiger dans le dossier du patient. Donc, quand je vais la rédiger dans le dossier du patient, je vais m'assurer que j'ai vraiment mis toutes les informations qui sont pertinentes et je vais, au besoin, je vous le dis, aller clarifier l'information. Faites répéter le médecin pour être sûr que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut comme information. Ici, vous avez un exemple d'une ordonnance téléphonique qu'on a inscrite dans le dossier. Donc, la date et l'heure. On va inscrire que c'est une ordonnance téléphonique. On va inscrire le médicament. Donc, morphine, 5 mg par la bouche, chaque 4 heures au besoin pour 24 heures. Puis là, on aurait même pu rajouter, si par exemple, si douleur ou la situation. On va venir inscrire le nom du médecin avec son numéro de permis, puis on va mettre une barre oblique, puis on va contresigner comme quoi c'est nous qui avons pris l'ordonnance téléphonique. Dès que le médecin revient dans l'établissement, il doit contresigner votre ordonnance téléphonique. Mais vous voyez qu'elle doit contenir toutes les mêmes informations que si c'était une ordonnance rédigée par le médecin. Donc, au besoin, on le fait répéter. J'ai bien compris que vous voulez que j'administre morphine, 5 mg par la bouche, chaque 4 heures pour 24 heures. Le médecin, oui. Votre nom, prénom, c'est bien Dr. Lucie Tremblay, numéro de permis 120 97. Oui, parfait. Donc là, je vais pouvoir rédiger dans le dossier l'ordonnance et l'acheminer à la pharmacie. Quand on a une ordonnance verbale, ça signifie que le médecin est sur place. Donc, dans un monde idéal, comme le médecin est sur place, on doit toujours favoriser le fait que le médecin va aller signer, rédiger ses ordonnances directement dans le dossier. Par contre, dans une situation où c'est vraiment très urgent, on ne veut pas nécessairement avoir à attendre que le médecin soit allé rédiger ses ordonnances pour donner le médicament au patient. Donc, on pourrait prendre une ordonnance verbale. Les ordonnances verbales, ça laisse beaucoup de place à l'erreur parce que c'est souvent dans une situation où ça va vite, où il y a un contexte d'urgence. Souvent, c'est des médicaments qu'on va devoir administrer en stat, donc il n'y aura pas nécessairement la validation par la pharmacie. On va avoir l'ordonnance, puis c'est des médicaments qu'on va prendre au commun, qu'on va préparer et administrer tout de suite. Donc, ça nécessite une vigilance qui est encore plus importante. Même principe, le médecin va devoir, dès qu'il a la chance, aller rédiger son ordonnance dans le dossier. Toujours aller valider quand vous recevez une ordonnance verbale. Est-ce que j'ai bien compris? Vous voulez que j'administre tel médicament, telle dose, telle voie d'administration, etc. Puis je vais aller écrire dans le dossier. Ordonnance verbale du docteur Tremblay, administrée morphine, on va mettre la prescription dans le dossier de la même façon. Quand on parle de directives infirmières, c'est des directives qui se retrouvent dans le PTI, qui sont en lien avec le constat de l'infirmière. Il est possible qu'il y ait des directives au PTI qui soient inscrites par rapport à la médication. Donc, dans certaines situations, l'infirmière pourrait vous demander d'administrer du Tylenol régulièrement, même s'il est prescrit en PRN. Légalement, comme infirmière auxiliaire, vous êtes obligé de respecter les directives qui sont inscrites au PTI. Donc, c'est une obligation. Si vous avez une directive au PTI en lien avec la médication ou peu importe en lien avec quoi, vous devez respecter les directives du PTI au même titre que vous devez d'appliquer une ordonnance. Donc, quand vous voulez administrer un médicament, préparer vos soins pour la journée, le matin, vous devez vous assurer de lire le PTI et d'y suivre les directives infirmières. Quand j'administre de la médication, donc quand j'ai une ordonnance médicale, j'ai des responsabilités qui viennent en lien avec une ordonnance médicale. C'est important de comprendre que je suis une professionnelle de la santé à part entière. Et ce n'est pas parce qu'on me dit d'administrer quelque chose que je vais l'administrer à tout prix. Bien important de comprendre que vous avez la responsabilité de vous assurer que comme c'est vous qui donnez le médicament, que vous savez ce que vous donnez et que c'est sécuritaire pour votre patient.
Ça implique de faire les recherches avant, de s'assurer qu'on comprend pourquoi on le donne, c'est quoi les effets indésirables, est-ce que pour mon patient, ça fait du sens ou pas? Et si jamais j'ai une question, j'ai un doute, je me dois d'aller valider l'information. Il y a des erreurs de médicaments qui auraient pu être évitées si la personne qui administrait les médicaments avait fait les vérifications nécessaires. Et ce n'est pas parce que le médecin me le prescrit que je ne me pose pas de questions. C'est un travail d'équipe. Le médecin prescrit, le pharmacien revérifie, moi je revérifie, ça fait 3 personnes qui ont la chance de corriger des erreurs en cas de besoin. Quand je reçois une ordonnance, donc je dois faire les vérifications qui sont nécessaires avant d'administrer le médicament. Et si j'ai un doute, je pose les questions pertinentes. Je dois m'assurer que j'administre le médicament de la bonne façon. Le médecin va vous prescrire, par exemple, d'administrer en sous-cutané la morphine, mais ce n'est pas à lui de vous dire quelle longueur d'aiguille, quel type de seringue, etc. Ça, c'est de votre responsabilité de savoir comment administrer les médicaments pour les administrer par la bonne voie d'administration et de la bonne façon. Vous devez rapporter vos observations, mettre ça dans le dossier, suivre les effets indésirables, faire les soins infirmiers en lien parce que c'est en travail d'équipe qu'on arrive à déterminer si la pharmacothérapie est efficace, si le patient arrive à bien gérer les effets indésirables, si on s'assure que tout est sécuritaire, mais ça passe par le fait de bien documenter pour que le médecin puisse bien suivre l'évolution du patient. Quand je donne des médicaments, j'ai la responsabilité de m'assurer que je connais et je comprends la médication. Et si mon patient utilise l'automédication, ce qui veut dire qu'il a des dosettes et qu'il prend lui-même sa médication, je dois quand même m'assurer que mon patient comprend ce qu'il prend, qu'il le fait de la bonne façon, que je fais de l'enseignement, je fais un suivi. Donc, l'automédication, ça ne vous dispense pas de votre responsabilité professionnelle. C'est que vous allez travailler en équipe avec le patient qui, lui, va gérer ses médicaments, mais vous avez quand même une responsabilité de vous assurer que le patient comprend, il sait ce qu'il fait, il prend les médicaments pour les bonnes raisons. Vous allez être des professionnels de la santé et c'est vraiment important de comprendre que chaque médicament que vous administrez peut avoir un risque de préjudice pour le patient. Donc, vous avez des responsabilités qui sont primordiales pour protéger votre patient. Et ce n'est pas parce que j'ai eu une prescription que je ne me pose pas de questions quand j'administre un médicament. Ça, c'est vraiment très important de bien le comprendre. Comment j'agis de façon professionnelle quand j'administre des médicaments? Bien, je vais chercher les informations dont j'ai besoin avant de l'administrer. Je m'assure que le médicament que j'administre, il n'est pas expiré, qu'il est dans la bonne forme, que le médicament est adéquat. Je connais les vérifications à faire avant, après, auprès de mon patient. J'applique mes 7 bons. Maintenant, c'est 7 bons, mais bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie d'administration, bon moment. Et j'ajoute à ça la bonne surveillance et la bonne inscription à chaque fois que je prépare les médicaments. Puis, je m'assure de bien documenter tout ce qui est en lien avec la pharmacothérapie dans le dossier de mon patient. Ici, je vous ai mis les 5 bons. Donc, les 5 bons, on va y revenir. Mais qu'est-ce que c'est les 5 bons? Ça, il faut les connaître par cœur. Bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne heure, bonne voie d'administration. Et on ajoute à ça la documentation et la surveillance. Donc, c'est les 7 bons qu'on doit faire quand on administre de la médication. Et ça s'applique à chaque ordonnance qu'on a pour un patient. Vous avez aussi la responsabilité que si jamais l'état de votre patient change ou qu'il y avait une situation où vous dites « je suis inquiète », par exemple, j'ai un médicament qui je sais qu'il va faire baisser la pression artérielle de mon patient, je prends les signes vitaux avant et sa pression elle est déjà basse, bien, je dois aviser l'infirmière. Je dois prendre les mesures qui sont nécessaires avant d'administrer le médicament pour le protéger. Et si je juge que c'est dangereux pour mon patient d'administrer ce médicament-là, je ne le fais pas. Ça, c'est vraiment essentiel. Je ne le fais pas et je vais chercher les informations nécessaires parce qu'il y a vraiment un risque potentiel pour le patient et je dois utiliser mon jugement professionnel avant de faire un soin. Ceci se complète les informations sur l'ordonnance médicale. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans les rencontres de visioconférence ou vous venez venir me rejoindre sur Teams pour venir faire clarifier certains points qui pourraient être moins clairs. À tantôt!